Bonjour et bienvenue dans cette sixième partie consacrée à la création de notre logiciel de gestion commerciale. Donc, dans la dernière partie, nous avons pu créer un système qui nous permet, donc, grâce à deux clés, qui sont la clé ID famille et ID parents, de créer un système de hiérarchisation donc, des familles à l'infini. Mais comme vous le voyez, donc, visuellement, c'est un peu délicat, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement pratique ce qu'on est en train de voir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer une table hiérarchique qui va nous permettre donc d'afficher nos familles sous une forme hiérarchique ça va être vraiment pratique pour l'utilisateur final qui va donc voir une sorte d'arbre ou d'arborescence qui va lui permettre donc de connaître quelle famille appartient ou quelle sous-famille appartient à quelle famille, d'accord? Pour faire ça, donc, nous sommes obligés d'aller donc dans notre analyse et de revenir donc dans notre table famille. Alors, comme vous le voyez, notre table famille dispose de deux clés. La première clé, c'est une clé unique. C'est la clé ID famille. Donc, c'est l'identifiant automatique de la table famille. Donc, c'est un identifiant qui se calcule automatiquement et c'est une clé unique. Elle ne peut être qu'unique. La deuxième clé, nous l'avons appelée ID parents. C'est une clé numérique aussi, hein. Mais c'est une clé avec doublon. Ça veut dire que elle peut exister plusieurs fois. Alors, nous allons donc maintenant définir une liaison réflexive. C'est une liaison donc qui se passe sur la même table. Donc, ce n'est pas une liaison entre deux tables, c'est une liaison sur la même table. Donc, nous allons relier la rubrique ID famille, qui est une rubrique unique, avec la rubrique ID parents. Donc, ici, nous allons considérer de ce côté-là qu'il s'agit de ID famille, et de ce côté-là qu'il s'agit de ID parents. Et nous allons donc répondre aux questions. Donc, ici, donc, est-ce que chaque ID famille a au moins un ID parent? Oui. Chaque ID famille a au moins un parent? Oui. Chaque ID famille peut avoir plusieurs parents? Non. D'accord? Non, ici c'est non. Ici c'est non. Pourquoi? Parce que on peut avoir un parent, une famille qui n'a pas de parents, c'est-à-dire une famille principale. D'accord? Ici, donc, est-ce que chaque parent a au moins une famille? Chaque parent a au moins une famille? Oui, normalement. Et ici, est-ce que chaque parent peut avoir plusieurs ID familles? Oui, voilà. Et donc, nous continuons notre assistant. Alors, la première clé, comme j'ai dit, donc, c'est la clé ID famille. La deuxième clé, donc, nous allons sélectionner la clé ID parents, qui est par là. Et donc, nous allons donc laisser les règles de cardinalité telles qu'elles sont. Nous allons les étudier donc dans d'autres vidéos, parce que là, c'est des règles ou c'est des contraintes, hein, de cardinalité qui nous permettent donc de ne pas faire de bêtises ou de ne pas donc supprimer ce qui n'est pas supprimable, etc. Mais là, dans notre cas, nous sommes en train de faire une liaison donc réflexive. Et là, donc, nous confirmons notre liaison. Et là, on voit que notre liaison a été établie sur la même table. Donc, je vais générer donc mon analyse pour que la modification sur la structure de la base de données soit prise en considération. D'accord? Bon, comme il n'y a pas vraiment de modification de structure, c'est juste la liaison, donc il n'y aura pas de modification sur le contenu des données. Maintenant, nous allons revenir dans notre fenêtre famille, hein, la fenêtre sur laquelle nous avons mis donc la table et la combo, et nous allons tout supprimer. Voilà. Je vais supprimer donc les deux champs. J'ai supprimé le champ famille et le champ table, et le champ donc le champ table, et je vais aussi supprimer donc le code d'initialisation pour ne pas avoir d'erreur donc dans ma fenêtre. Donc je vais garder la fenêtre. Et au lieu d'y insérer donc une table verticale normale, je vais insérer une table hiérarchique. Donc il y a le champ table hiérarchique de Windem. Alors ce champ-là, c'est un champ de table normale, hein, qu'on va appeler donc table famille. Ok, ici donc la colonne, donc c'est famille. Et donc le contenu de la table, donc ça va être notre fichier de famille. Donc nous allons choisir la source comme étant le fichier famille. Et donc ce qui va être affiché, c'est désignation de la famille, hein. Par contre, vous voyez ici qu'il y a une liaison avec la source précédente
qui peut se faire avec liaison réflexive. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, la liaison réflexive, elle a deux niveaux. Le niveau précédent, donc le niveau parent, et le niveau qui doit être lié, c'est-à-dire le niveau enfant. D'accord? Et comme ça, donc, nous avons un parent en haut, un enfant en bas, et c'est notre fichier de famille. Alors, j'agrandis un petit peu ici, et vous voyez qu'il m'a ramené donc les deux principales catégories que j'avais créées. Et là, quand j'exécute, donc quand je vais exécuter donc mon programme, voilà, donc j'affiche mes familles. Et voilà, donc les familles sont hiérarchisées. L'affichage, il est plus harmonieux et plus pratique et plus compréhensible pour l'utilisateur final. Hein. Maintenant, il sait que dans produits laitiers, il y a une sous-famille qui s'appelle fromage, une autre sous-famille qui s'appelle lait. Et dans la sous-famille de produits laitiers qui s'appelle lait, donc il y a beurre par exemple. Bon, là c'est du n'importe quoi, mais bon, on va, comme j'ai dit, donc nous allons refaire les familles tout après. Donc, vous voyez donc que maintenant l'arborescence elle s'affiche correctement, hein, et nous allons maintenant donc nous attaquer à la mise à jour du fichier famille avec cette nouvelle table. Maintenant vous avez compris que comment on peut hiérarchiser donc l'affichage au niveau d'un fichier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la liaison réflexive elle est très rapide et elle nous permet donc grâce à comme j'ai dit, donc grâce à l'indexation qui est à l'intérieur donc dans la table, dans le fichier hyperfile, d'accéder aux données rapidement et de faire de restructurer ou d'affecter donc les différents niveaux de la table le plus rapidement. On peut faire ça par programmation, mais croyez-moi, ça ne va pas donner un résultat aussi performant. Donc, par expérience, hein, je vous dis ça, je l'ai déjà testé. Et j'ai testé donc la liaison réflexive, elle est très très rapide et permet donc d'afficher les résultats très rapidement. Et je l'ai testé sur des fichiers qui ont des milliers et des milliers d'enregistrements et qu'il fallait donc structurer. Là, je suis en train de répondre à une personne vraiment particulière qui, ça fait un bon moment, me demande à chaque fois de parler de cette histoire donc de comment structurer les données dans l'affichage d'une table. Et ben voilà, monsieur, vous êtes servi. Ok, donc maintenant donc il faut voir, il faut continuer notre programme. Donc nous avons mis les familles en forme hiérarchique et nous avons donc créé les trois tables pour dépôt, famille, rayon. Nous allons donc maintenant nous attaquer à la partie donc mise à jour, c'est-à-dire que nous allons créer tout ce qui va nous permettre donc d'ajouter des dépôts, d'ajouter des familles, d'ajouter des rayons, de supprimer, d'imprimer, etc. Alors nous allons commencer par exemple ici, et comme nous avons donc mis directement la saisie et la modification donc directement sur la table, maintenant ce qui nous reste c'est juste la suppression, parce que regardez maintenant, parce qu'il faut toujours partir dans la facilité d'utilisation. Maintenant, je suis dans dépôt. Si je veux modifier, il suffit que je double-clique et je modifie. Hein. D'accord? Donc la modification ne pose pas de problème. Si je veux ajouter, j'ajoute ici. Donc l'ajout ne pose pas de problème. Mais par contre, si je veux supprimer, je ne peux pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut ajouter une fonction supprimée. Et moi, j'aime bien ne pas trop charger l'écran, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aime pas trop charger l'écran avec des boutons un peu partout. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais créer un bouton caché. Hein. C'est un bouton que je vais appeler bouton supprimer. D'accord? Je vais l'appeler supprimer. Comme ça. Et ça va me permettre donc de vraiment supprimer. Alors, avant de supprimer, je dois bien sûr poser une question. Hein. Je dois valider la suppression. Donc, je vais mettre donc une fenêtre de dialogue. Donc, le dialogue donc qui est toujours une manière donc de poser une question et d'avoir donc des réponses, d'accord? Sinon j'utilise donc un assistant. J'utilise l'assistant qui va me permettre donc de déterminer mon dialogue. Alors ce dialogue, on va dire quoi? On va donc demander à l'utilisateur, voulez-vous vraiment supprimer ce dépôt, hein? D'accord? Alors, il aura deux réponses. Hein, il aura le choix entre supprimer ou ne pas supprimer. Et là, vous voyez que l'assistant, il m'a donné
un générateur pour ma boîte de dialogue, la boîte de dialogue qui va s'afficher donc pour l'utilisateur, et je peux personnaliser cette boîte de dialogue, je peux personnaliser l'image qui est ici, je peux personnaliser le texte qui est sur les boutons, et bien sûr en multilingue, hein, si j'avais d'autres langues, ça serait possible. Donc je peux déterminer quel est le bouton qui sera le bouton de validation, par exemple ici c'est le bouton supprimer. Quel sera donc le bouton d'annulation? C'est le bouton ne pas supprimer, par exemple. Je peux ajouter d'autres boutons, hein, avec d'autres traitements. Si je le veux, je peux supprimer un bouton, etc. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Ici, comme c'est une question, donc je peux mettre, par exemple, l'icône d'information, icône de erreur, si c'est une erreur, si c'est une boîte de dialogue qui va afficher une erreur. Mais ici, donc, c'est une question, je pose une question à l'utilisateur. Bon, l'image de question, ici, je peux la modifier. Par exemple, dans le catalogue d'images, je peux par exemple mettre une autre image. Je vais dire par exemple ici question. Et par exemple, je vais mettre celle-là. D'accord. Bon, je vais mettre par exemple sur 32 ou même sur 40. Peut-être que ça va se faire sur 40. Voilà. Et vous voyez, bon, bah, j'ai choisi sur 5 états. Il fallait choisir sur... parce qu'il faut connaître... il faut savoir, c'est que WinDev, il vous donne donc des images sur 5 états. Et là, il fallait choisir sur un état, parce que l'image ici, elle est unique. D'accord. C'est pas un bouton. Donc les 5 états, c'est pour les boutons. En cas de... le bouton est actif, il est grisé, il est inactif, il est, etc. Donc on verra ça un autre jour. Ok, donc je valide. Et là, donc, selon mon dialogue, selon la réponse que va choisir l'utilisateur, donc il y aura 2 cas. Supprimer, ne pas supprimer. Donc si c'est supprimé, qu'est-ce que je vais faire? Table, puisque ma table elle est reliée directement au fichier, elle lit directement le fichier, donc je vais supprimer, je vais mettre table supprime dépôt, tout simplement. Bah, s'il clique ou il choisit ne pas supprimer, il ne va rien se passer, tout simplement. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais le bouton il est caché, hein. Quand on exécute la fenêtre, il est caché parce qu'il est hors de la fenêtre. Comment l'utilisateur va cliquer dessus? Eh bien, nous allons simuler un clic, hein. C'est-à-dire que maintenant, la logique dit que, logiquement, quand on veut supprimer quelque chose sur le clavier, on touche la touche supprime du clavier, hein. Et ce qu'il faut faire, c'est que dans les caractéristiques du bouton, on peut faire appel à ce bouton-là, même s'il est caché, en cliquant sur quelque chose ou en touchant un bouton sur le clavier. Et ici, donc, je peux utiliser la lettre d'appel. Par exemple, je peux la détecter, donc je touche sur mon clavier la touche supprime et automatiquement il l'a détecté ici. D'accord? Et ainsi, quand je suis sur la table et je touche donc la touche supprimée de mon clavier, c'est le code qui est dans le bouton supprimer qui va s'exécuter. Et automatiquement, il va donc me proposer, enfin il va exécuter le code qui est dedans. Donc on va faire ça, on va tester donc... on va tester ça, donc nous allons ouvrir les dépôts. Alors je vais sélectionner un dépôt et je vais toucher donc supprime dans mon clavier. Et vous voyez donc il m'a donné la boîte de dialogue que nous avons générée tout à l'heure. Donc voulez-vous vraiment supprimer ce dépôt? Donc il y a l'image que j'ai générée, supprimer, ne pas supprimer. D'accord? Si je dis ne pas supprimer, il ne se passera rien. Si par exemple je confirme la suppression, voilà, il a supprimé la ligne. D'accord? Je vais rajouter d'autres lignes et on va faire donc maintenant on va faire autrement. Ah, ici, j'ai mis donc la même... c'est normal, donc j'ai mis un doublon, et j'ai pas encore traité les doublons par programmation. D'accord? Ici, donc, maintenant, ici, je fais une multisélection, c'est-à-dire, je vais maintenir la touche contrôle de mon clavier, appuyée, et je sélectionne comme ça. D'accord? Je vais sélectionner 2 enregistrements, celui-là et celui-là. D'accord? Et je touche sur le bouton supprimer. Et je lui dis de supprimer. Vous voyez qu'il a supprimé les lignes que j'ai sélectionnées. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que, si vous vous rappelez, au début, quand on avait créé donc la table de dépôt, je vous ai dit qu'on va la laisser, donc dans l'IHM, on va la laisser en sélection multiple. Donc, ben, c'est ça l'avantage que nous avons. Si par exemple, nous n'avions qu'une sélection simple, on ne pouvait pas faire une sélection multiple pour supprimer. Maintenant, nous pouvons sélectionner plusieurs lignes de notre table et les sélectionner d'un coup. D'accord? Donc, c'est un avantage. Je peux sélectionner par exemple le premier, le troisième, le deuxième, puis je me dis non. Je peux par exemple utiliser la touche Shift.
je sélectionne le premier et le dernier et toute la sélection qui va se sélectionner. Je peux utiliser CTRL A, donc de mon clavier, CTRL A pour sélectionner tout le contenu de la table et tout supprimer d'un coup. D'accord? Donc, la sélection multiple, donc c'est un avantage donc, qui me permet par exemple de faire une suppression multiple, voilà. Et donc nous avons maintenant les opérations de CRUD, c'est le terme utilisé donc pour la mise à jour dans n'importe quelle base de données, CRUD, create, update, create, read, update, delete, d'accord, créer, mettre à jour, lire et supprimer, d'accord. Alors pour créer, donc il suffit maintenant d'ajouter comme ça dans la ligne de la table. Pour mettre à jour, donc il suffit donc de double-cliquer et mettre à jour, hein. Et pour supprimer, donc maintenant nous avons le bouton supprimer du clavier, je touche dessus, etc. Et ça supprime. Et vous voyez que visuellement, rien n'a changé dans ma table. C'est-à-dire que je n'ai pas trop chargé ma table ou mon écran avec des boutons supprimer, ajouter, etc. Il n'y a pas trop de boutons et il n'y aura pas beaucoup de manipulation avec la souris. Donc l'utilisateur, il va s'adapter. Il va s'entraîner. Une fois qu'il s'entraîne et une fois qu'il commence à comprendre ou à mettre dans sa tête que le bouton supprimer du clavier, ça supprime dans le logiciel, donc il va l'utiliser partout. Et c'est comme ça que vous allez donc faire aimer votre logiciel à votre utilisateur final. C'est en lui donnant une interface tellement simple, épuré, qui n'est pas trop chargé pour qu'il puisse donc l'utiliser et l'exploiter le plus facilement possible. Voilà, donc nous allons faire la même chose pour l'impression, hein. Donc il suffit donc de créer un bouton pour imprimer notre table et c'est déjà fait. Ici vous avez donc l'état sur table. Donc nous avons ici déjà l'état sur un champ table qu'on peut générer automatiquement. Donc ça va nous créer un bouton qu'on va mettre caché ici quelque part, hein, et ça va automatiquement nous générer un état à partir de notre table. Donc on va l'appeler état dépôt, d'accord. Et là vous voyez que bon, ça me crée un état, bien sûr que je peux donc personnaliser après, hein. Je peux donc jouer sur les différentes parties je peux supprimer par exemple ici développer avec WebDev, je suis pas obligé de le laisser. Je peux le tester, hein, l'état, donc je peux le tester en code. Ah oui, je ne peux l'utiliser qu'à partir de la table. Pourquoi? Parce que la source de données, c'est une table. Si la source de données était un fichier, une requête, j'aurais pu le tester à partir de là. Mais là, je ne peux le tester qu'à partir de mon bouton qui est là. Alors, le bouton imprimer, maintenant, il est caché, hein, et moi, j'aime pas trop mettre les boutons, comme vous le savez, sur écran. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pareil, donc je vais utiliser la lettre d'appel. Et donc, la lettre d'appel pour imprimer dans tous les logiciels qui existent sur Windows, en standard, c'est CTRL-P. Donc, je vais faire une détection, et je vais maintenir CTRL et P appuyé, et là, vous voyez qu'il a coché CTRL et P. Ça veut dire que quand je vais cliquer sur CTRL-P simultanément, ça va imprimer. Vous pouvez choisir une autre combinaison de touches. Vous pouvez choisir une touche de fonction, par exemple, F1, F2, F3, etc., jusqu'à F12. Vous pouvez utiliser une autre combinaison dans votre logiciel, dans votre cas. Moi, j'utilise par exemple CTRL-P pour ça. Alors, je vais exécuter maintenant mon logiciel. Je vais ouvrir ma table. Voilà. Et je vais donc appuyer sur CTRL-P. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, ça va m'afficher donc mon état. Et mon état, vous voyez, donc ici, il y a la liste des dépôts. Bon, bien sûr, bon, l'état, il faut le mettre à jour, hein. On va faire des vidéos spécialement pour vraiment étudier les états à fond. Pour faire des états dans tous les sens. Des étiquettes, des états tables, des états fiches, des états avec pour table, etc. Donc, comme vous voyez, dans notre cas, ça a été vraiment très très facile de créer l'état. Nous n'avons rien fait, c'est WinDev qui l'a fait parce qu'il a basé les données qui sont donc, il a basé la source de données sur une table. Et c'est un avantage parce que ça me permet donc, ça va m'éviter de créer par exemple une requête pour afficher donc, ou pour récupérer les données, ou ça va m'éviter de créer un table manuellement et de le relier avec un fichier. Maintenant, ça va m'imprimer la table qui est devant moi.
Et il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que ça va imprimer la table dans l'état où il est. Par exemple, si maintenant je clique pour classer par ordre alphabétique, hein, j'ai trié ici la table. Quand je vais imprimer, la table, elle va s'imprimer avec le tri qui a été fait sur cette table-là, d'accord? C'est-à-dire que l'état, il va suivre exactement le tri de la table. Maintenant, c'est l'ordre inversé. Alors, si je mets CTRL-P, vous voyez que l'impression, elle se fait dans l'ordre inverse. C'est que l'état, il se comporte exactement comme la table. Pourquoi? Parce qu'il est relié avec la table. Parce que la table, c'est sa source de données. Et il va se comporter exactement comme la table. Et là, bon, on a une table très simple. Nous avons une table avec une seule colonne. Mais imaginez que vous avez une table avec plusieurs colonnes et que vous avez que vous voulez trier, vous voulez filtrer, trier, etc. Vous serez obligé de créer un autre état avec des requêtes et faire des requêtes, tout ça. Alors, avec cette technique-là, c'est-à-dire la technique de générer un état à partir de la table, ça va vous permettre vraiment de gagner en temps de développement parce que ça va vous permettre d'éviter d'écrire des dizaines de lignes de code pour, par exemple, pour retrier, ne serait-ce que retrier l'état en fonction du tri de la table, hein. Parce que maintenant, tout est fait automatiquement. Maintenant, quand la table elle est triée, l'état l'est aussi. Vous voyez, donc, et je n'ai écrit aucune ligne de code, hein. Maintenant, si j'ajoute par exemple ici 1, etc., j'ajoute juste le 1 pour avoir un bon tri, hein, parce que c'est un chiffre. Et si je retrie ma table, d'accord, et si j'imprime ma table maintenant, vous voyez qu'il va suivre exactement le tri que j'ai déterminé sur la table. Voilà, et c'est un avantage. Voilà donc pour cette vidéo. La prochaine fois, donc nous avons ajouté notre CRUD pour notre table dépôt. La prochaine fois, donc, entre-temps, donc, avant d'attaquer la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire donc en offline pour qu'on puisse vraiment avancer dans notre projet? Je vais préparer un bon fichier de famille, hein, un vrai fichier de famille. Je vais ajouter donc ce qui est CRUD ici, donc je vais l'ajouter dans les autres tables, comme la table famille, la table rayon, etc., pour éviter donc de refaire la même chose. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, je vais appliquer la même chose sur les autres tables. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez trouver que le projet a avancé un tout petit peu. Bah, pourquoi? Parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc il faut bien que j'avance un petit peu pour qu'on puisse voir plus de notions donc WinDev. Parce que l'objectif, je vous rappelle, c'est toujours un objectif pédagogique. Et c'est vrai que j'aime me répéter, mais pas à ce point quand même. Donc on va dire que je vais faire moi-même en offline, et vous allez le faire vous-même aussi, hein, si vous avez créé un projet et vous êtes en train de me suivre ou de suivre les étapes pour faire la même chose que moi. Donc pour vous préparer à la prochaine vidéo, donc vous devez faire la même chose que ce que j'ai fait ici sur les autres fenêtres restantes. D'accord? Sur ce, donc je vous dis bon dev et à la prochaine. Merci de soutenir la chaîne pour plus de contenu en vous abonnant et en cliquant sur like. Laissez-nous aussi vos questions et vos remarques dans les commentaires afin d'améliorer. N'oubliez pas de visiter notre site wxdev.pro. Vous y trouverez plein de choses concernant donc WinDev, Windows Mobile et WebDev et tous nos services, toutes nos formations et bien sûr toute la sélection de nos tutoriels.